Bonjour à tous, bienvenue sur Batimat. Je suis Florence Roussel, directrice de la rédaction d'Actu Environnement, le média qui vous accompagne dans la transition écologique. Je suis ravie d'être avec vous pour parler des matériaux biosourcés et géosourcés, un sujet proposé par le pôle de ressources Ecopolis. La paille, le lin, la terre crue, le chanvre sont des ressources naturelles qui ont leur place dans la construction neuve et la rénovation. Leur utilisation est grandissante du fait de la mise en œuvre de la nouvelle réglementation RE 2020, car ils permettent d'atténuer le contenu carbone des bâtiments. Demeure néanmoins un dernier frein à entendre la plupart des professionnels, celui du coût. Qu'en est-il vraiment et comment concevoir une opération en matériaux biosourcés et à coût maîtrisé? C'est le thème de notre table ronde. Et pour en débattre, je reçois Elisabeth Baucher. Bonjour. Vous êtes architecte pour l'Atelier Georges. À côté de vous, nous avons Corentin Desmichel. Vous êtes architecte également à l'Atelier Desmichel Architecture. À côté de vous, nous avons Frédéric Cousin, assistante technique à maîtrise d'ouvrage chez Toerana Habitat. Et enfin, nous avons Marie Nguyen Koa, directrice environnement chez Logéocène, une entreprise sociale pour l'habitat du groupe Action Logement. Nous avions prévu d'avoir aussi dans notre palette d'intervenants un artisan qui met en œuvre tous les jours sur ses chantiers des matériaux biosourcés. Malheureusement, il y a eu un imprévu de dernière minute, il n'a pas pu nous rejoindre, mais nous avons quand même, on va dire, toutes les chaînes, tous les maillons de la chaîne de la construction à nos côtés. Nous avons un petit peu moins d'une heure pour évoquer ce sujet. Sachez qu'un temps de questions-réponses est prévu à la fin, donc n'hésitez pas à préparer vos questions. En tout cas, merci à nos intervenants d'avoir répondu à l'invitation d'Ecopolis. Vous êtes tous très au fait de l'usage des matériaux biosourcés et géosourcés dans vos métiers respectifs. Vous allez pouvoir témoigner et donner des conseils pour massifier leur usage. Pour débuter, je me tourne vers Elisabeth Baucher, car vous avez coordonné une étude conduite par 9 entités, mêlant centres de formation et de recherche, centres de ressources, bureau d'études, agence d'architecture. Cette étude s'appelle Maillon. Elle est là. Elle est très intéressante, donc j'encourage tout le monde à se pencher, à la regarder. Et elle avait pour objectif d'identifier les leviers de massification de l'usage des matériaux biosourcés. Elle est riche d'enseignements. Et ce qui nous intéresse, là, c'est la question du coût. Qu'est-ce qu'elle vous a appris en matière de coût d'utilisation de matériaux? Est-ce que c'est vraiment plus cher sur le terrain, en réalité? Oui, merci beaucoup Florence. Donc ce projet Maillon, qui est une étude de recherche-action, donc on s'est d'abord attaché à identifier les ressources locales qu'il y avait sur le territoire et les besoins de la commande immobilière pour vraiment ancrer notre travail sur le terrain. De ça, on a identifié donc des procédés constructifs et qu'on a variantés pour pouvoir les comparer à ce qu'on appelle le business as usual, qui est finalement les procédés constructifs classiquement employés aujourd'hui, en général béton, laine de roche. La comparaison s'est faite avec différents indicateurs, des indicateurs de coût économique, des indicateurs de coût carbone et aussi un degré de maturité technico-constructif. Donc avec cet indicateur donc de coût carbone, on a pu donc identifier un certain nombre de leviers. Et finalement, ce qui en sort, c'est que sur des opérations de construction neuve, par exemple pour une opération de tertiaire, il n'y a pas forcément de surcoût. On arrive à avoir des opérations à l'équilibre. En revanche, on arrive à drastiquement réduire le bilan carbone. Par contre, ce qu'on a pu aussi évaluer, c'est que sur des opérations de rénovation, là, vraiment, il y a des surcoûts importants. Ça, finalement, c'est un peu un biais de notre étude, c'est qu'on a isolé des ouvrages pour pouvoir mieux les comparer. Il faudrait donc, pour pouvoir véritablement comparer de manière objective, donc avoir des nouveaux indicateurs, déjà en coût global, donc avec notamment les lots techniques. Quel est l'impact donc, des biosourcés sur la réduction potentielle des lots techniques, et aussi avoir donc un coût global comprenant aussi l'exploitation. Donc, quelle est peut-être donc, la réduction du coût en exploitation. Et puis finalement, changer la représentation du prix, c'est-à-dire qu'on n'a plus uniquement un coût
économique, mais qu'on ait aussi un indicateur de carbone. Et nous, on finissait par peut-être se dire qu'il faudrait un score environnemental un peu à l'instar d'un score alimentaire qu'on peut avoir aujourd'hui sur beaucoup de produits. Si on avait un score environnemental qui inclut notamment le coût carbone, vous pensez qu'on comparerait un petit peu mieux les produits classiques avec les matériaux biosourcés, on serait un peu sur un référentiel plus cohérent et pas forcément de surcoût, du coup, si on prenait l'ensemble des indicateurs? Peut-être déjà, en fait, ça permettrait d'en avoir la connaissance. Ne serait-ce que avoir deux produits l'un à côté de l'autre, savoir que ce produit-là, peut-être qu'il coûte moins cher, par contre, on crée des emplois, pas forcément en France, peut-être en Chine, alors que là, on va avoir une botte de paille qui est produite localement dans la région, par des producteurs locaux. Donc, il faut aussi se poser la question de où est-ce qu'on veut mettre l'argent. Et puis aussi, quelles sont les qualités qu'on va donner à notre bâtiment en termes sanitaires, en termes de confort. Et puis, qu'est-ce que ça va devenir aussi demain? Parce que les bâtiments qu'on est en train de construire aujourd'hui, c'est, j'espère, quand même les bâtiments de demain. Dans quelle mesure est-ce qu'ils pourront être habilités? Dans quelle mesure est-ce qu'ils pourront être réemployés? Ça aussi, c'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Et le bilan carbone permet de prendre en compte tous ces paramètres-là. Corentin Desmichel, dans votre métier d'architecte, est-ce que vous constatez dans les projets que vous menez à bien un surcoût lié à l'usage des matériaux biosourcés? C'est une question un petit peu compliquée parce que ça dépend beaucoup des programmes et des contextes. Nous, ça fait 17 ans qu'on construit avec du biosourcé et on a fait tout type de programme. Donc c'est une manière de répondre à la question. On a fait des garages, usines, maisons individuelles, écoles, logements. Donc ça, c'est des programmes qui sont très différents les uns des autres, où on imagine qu'une usine, ça va coûter tant du mètre carré de mur, ou une école, ça va coûter tant, etc. Et à chaque fois, c'est des prix qui varient. Or, on l'a fait à chaque fois avec des matériaux biosourcés. Donc c'est une manière de dire non, finalement. Non, on peut tout faire en matériaux biosourcés. Et après, c'est au niveau de la conception. C'est très important de prendre en compte les caractéristiques physiques des matériaux, parce que c'est des matériaux plus sensibles à l'humidité. C'est des matériaux qui ont poussé, donc qui sont d'une certaine manière un peu plus vivants et donc plus fragiles. Et donc il y a une façon de les mettre en œuvre. Il y a une conception aussi architecturale et mécanique peut-être à simplifier et à synthétiser en fonction justement des points forts et des points faibles de ces matériaux-là. Donc le bois, on évite de le mettre trop exposé aux intempéries, évidemment. Les matériaux biosourcés doivent être dans des murs qui sont dits perspirants, c'est-à-dire que la vapeur d'eau va migrer à l'intérieur des parois, des murs ou des toitures d'une certaine façon. Il ne faut jamais arrêter l'eau, parce que c'est là où les problèmes arrivent. Il faut éviter les effets dits entonnoirs, c'est-à-dire avoir une enveloppe thermique homogène, de façon à ce que la vie du bâtiment à l'intérieur, qui dégage de la chaleur, du chaud, du froid, de l'humidité, etc., passe par cette enveloppe, qui peut être un peu comparée à une peau, entre guillemets. Donc c'est tout ce regard qu'il faut avoir, de façon à concevoir des projets qui, d'un point de vue formel, sont souvent plus simples, peut-être un peu moins dans le geste, si je peux dire, mais on peut faire des très beaux projets quand même avec ces matériaux-là. Il faut bien les connaître, bien les comprendre et savoir les utiliser à bon escient. C'est ça. On ne remplace pas un matériau traditionnel par son équivalent biosourcé sans se poser toutes ces questions. Non, on ne peut pas. La conception est vraiment différente. Ouais. Frédéric Cousin, est-ce que vous avez le même regard, vous qui aussi utilisez ces matériaux, en tout cas vous accompagnez les porteurs de projets qui veulent les mettre en œuvre. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain par rapport à la notion de coût ou de surcoût? Déjà, on n'est plus forcément sur les mêmes échelles, c'est-à-dire qu'avant, on va dire il y a 15, 17 ans, quand a commencé aussi Corentin, il y avait beaucoup de petites maisons individuelles et on mettait les matériaux biosourcés, agrosourcés sur ces petits bâtiments. Aujourd'hui, on constate un changement d'échelle. On fait des écoles, on fait des bâtiments tertiaires, on fait des bâtiments industriels avec ces matériaux-là.
Et le fait de changer d'échelle permet aussi de massifier et d'avoir des enveloppes qui sont beaucoup plus grandes. Et d'un point de vue économique, c'est beaucoup plus intéressant, à tel point que, je rejoins ce qui a été dit avant, on constate parfois des projets où le coût ou le surcoût n'a pas lieu. C'est-à-dire qu'on est sur des tarifs tout à fait classiques. Il faut bien prendre en compte dans un projet la phase de programmation. Je crois que c'est Corentin que tu en as parlé juste avant, la phase de prog. C'est très important. C'est avant de se lancer dans le projet, il faut savoir ce qu'on va faire comme type de projet, quelle est l'occupation du projet et quelles sont les intentions à la fois de performance du bâtiment. Quand je dis performance, c'est assez large parce que ça peut être performance énergétique, niveau de confort, ça peut être une performance environnementale, on l'a présenté avec l'étude Maillon, ça peut être tout ça en même temps. Et donc de bien délimiter les objectifs et de savoir ce qu'on va faire. Est-ce qu'on fait un bâtiment passif? Dans ce cas-là, on y va directement. Et on prévoit et on conçoit le bâtiment pour y aller directement et pas se dire, tiens, j'ai un bâtiment conventionnel, je vais le transformer, je vais mettre du biosourcé et je vais le mettre en passif. Et là, oui, ça va coûter plus cher. Si on prend bien tous ces sujets-là en amont, c'est assez simple, au final, de faire un projet extrêmement compétitif. Et puis la notion de coût global, parce que parler du coût d'investissement, c'est une chose, mais en vrai, l'investissement sur un bâtiment, c'est pas ça la question. C'est le coût complet. C'est-à-dire que quand on parle d'un coût global, c'est le coût d'achat, c'est le coût d'entretien, d'exploitation, il y a le chauffage, il y a la climatisation, mais il y a aussi un autre coût qui est caché, c'est le niveau de confort. Pourquoi je parle de coût? Parce que quand les occupants ils sont pas bien, ils s'en vont. Pour un bailleur, par exemple, c'est pas bien quand les occupants s'en vont. Donc l'idée d'avoir des gens qui sont bien, qui sont dans une situation de confort, qui payent moins de charges, ils vont en plus pouvoir profiter à côté, faire d'autres choses. Et tout ça, c'est une sorte de coût caché en vrai. Et les matériaux biosourcés et géosourcés se distinguent sur la notion de confort? Oui, alors ils peuvent se distinguer, mais ils peuvent surtout se cumuler. C'est-à-dire que quand on voit des images, vous avez vu quelques images de bâtiments en paille, par exemple, si je prends l'exemple de la paille, on a des matériaux isolants qui deviennent aussi support d'enduit. C'est-à-dire qu'on va rajouter à la botte de paille, qui est un matériau agro-sourcé, un élément qui va être géosourcé, on va ramener un enduit terre dessus, et là on va avoir à la fois tout ce qui est isolation thermique, acoustique, mais aussi avoir la régulation hygrothermique, ce qui fait à la fois un effet de paroi chaude, puisque quand on est dans une pièce, le confort qu'on va ressentir, c'est souvent une moyenne de température entre celle de l'air, celle des parois, donc on va réchauffer les parois, puis en plus on va faire une régulation hygrothermique, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'être dans une plage d'hygrothermie idéale pour l'être humain. On a toujours été habitué à vivre avec la terre, donc un enduit terre sur la paille, voilà, ça se cumule et c'est extrêmement intéressant. Donc il y a plein de facettes comme ça dans le monde du bâtiment, avec les géosourcés, les agrosourcés, les biosourcés, et tout ça, ça peut se cumuler. Marie Nguyen Koa, vous êtes donc de l'OGEO Seine. Vous coordonnez au sein de la vallée de la Seine des nombreux acteurs qui mettent en œuvre au quotidien la paille, notamment, puisque c'est un des matériaux biosourcés les plus courants en Normandie. Vous avez fait plusieurs projets, vous en avez vu. Au niveau surcoût, on en est où de votre côté? Alors, le surcoût pour un bailleur, il faut comparer ce qui est comparable en fait, et pas jouer à se faire peur avec des prix, des expériences un peu démesurées. Quand un bailleur qui aujourd'hui travaille avec la RE 2020, demain la RE 2025, la RE 2028, les différents paliers, si on construit avec la paille, puisqu'on parlait de la paille, avec des bottes de paille, on arrive très facilement à la RE 2028 sans beaucoup d'efforts. Et si on compare une opération avec des matériaux traditionnels pour arriver aux performances énergétiques de la RE 2028, alors là, les coûts ils sont tout à fait comparables. Là, on est vraiment complètement dans les clous et on peut vraiment se rassurer, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Et donc, je pense qu'il y a eu beaucoup, peut-être les bailleurs qui ont démarré trop tôt, entre guillemets, se sont fait peur sur ces sujets-là et ont un peu essuyé quelques plâtres. Mais aujourd'hui, avec les contraintes et l'environnement réglementaire qui est le nôtre,
on a vraiment tout intérêt à s'acculturer rapidement sur ces sujets-là, à monter en compétences tous. On en parlera après, c'est un sujet formation important de tous les acteurs. Et les maîtres d'ouvrage doivent se former sur ces sujets-là pour justement ne pas se faire peur et puis jouer de plus en plus avec ce matériau pour massifier les usages. Et c'est le cas pour tout type d'opération, plus petite, de plus grande envergure. Vous avez ce constat pour tout type de projet ? Alors, il ne faut pas faire des opérations trop petites. Si c'est trop petit, on reste sur un sujet expérimental et tant qu'on est encore sur de l'expérience de ci, de là, on a tendance, un peu naturellement, à se faire plaisir, à dire on va tout miser sur une petite opération, on va tout faire. Et bon, ça peut être super, mais ça peut coûter très cher et on n'aura pas forcément envie de reproduire. Alors que si on est déjà sur une opération 10, 15, 20 logements, là, on va avoir un objectif on va pouvoir mutualiser un certain nombre de coûts, on va pouvoir rationaliser des coûts et pouvoir avancer de façon plus sereine. Et là, on aura quelque chose de démonstrateur qui donnera envie d'y aller. Alors, avec ce premier tour de table, on a déjà des petits éléments de réponse. En gros, c'est pas plus cher, il suffit qu'on s'y prenne bien. Donc, j'aimerais bien qu'on avance un peu dans ces conseils de méthodologie pour voir un petit peu, évidemment, comment faire, les écueils à éviter pour garantir un coût maîtrisé à la fin du projet. Elisabeth Baucher, votre étude a permis d'identifier d'autres points clés que le coût pour mener à bien une opération en biosourcé et géosourcé. Quel enseignement principal vous en tirez en matière de méthodologie ? Oui, tout à fait. Donc en fait, le postulat de Maillon, c'est que pour qu'un projet réussisse en biosourcé, il faut vraiment un alignement de tous les maillons de la chaîne de production du bâtiment. Donc ça va vraiment depuis le producteur qui va produire la botte de paille jusqu'à l'investisseur, en passant par l'entreprise qui aura le savoir-faire, la maîtrise d'œuvre qui sera également formée et également la maîtrise d'ouvrage qui doit aussi passer par cette étape de formation. Donc pour ça, on l'a dit, c'est pas uniquement un changement de matériaux, mais c'est vraiment un changement de process global du projet. Donc que ce soit au niveau de la programmation, on a un peu parlé, donc vraiment le matériau doit être une des données d'entrée au même titre que les surfaces à créer. Que ce soit également au niveau de la conception. Autant du point de vue architectural, donc en prenant en compte vraiment les données du matériau, qu'elles soient mécaniques, chimiques, dimensionnelles, et ça va créer forcément une refonte des archétypes morphologiques, esthétiques et également structurels. Également au niveau de la conception urbaine. Au niveau de l'aménagement, on va avoir aussi différentes stratégies mises en œuvre. Donc ça peut être par exemple, c'est finalement un peu ce que fait l'OGEO en tant que bailleur, mais on peut aussi avoir ce type de stratégie pour un aménageur, soit en mutualisant sur plusieurs lots un procédé constructif. Donc on va mutualiser les frais d'études supplémentaires éventuels, les frais d'ATEX, les frais d'essai, ou alors en ayant une stratégie incrémentale, c'est-à-dire par exemple un lot essayant d'innover sur un procédé et qui va ensuite servir au lot suivant sur un même quartier. Après, c'est vraiment à tous les maillons de la chaîne qu'il faut adapter le process pour pouvoir garantir la réussite d'un projet. Marie Nguyen-Koa, parmi les projets que vous avez coordonnés au sein de la Vallée de la Seine, est-ce que certains ont rencontré cet écueil à vouloir au dernier moment se dire « Ah oui, c'est super votre idée, on va tout changer en biosourcé ». Est-ce que vous avez eu un exemple de ce type qui a démontré du coup la mauvaise méthodo? C'est ça. Donc c'est typiquement la méthode à ne pas suivre. En effet, on avait un projet qui avait été conçu en béton, ce qui est formidable. On peut avoir des très beaux projets en béton et qu'un bailleur a décidé un peu au dernier moment de se dire il y a de la paille, allons sur la paille, c'est super, expérimentons. Sauf que évidemment, on ne peut pas changer tout de suite un bâtiment conçu en béton, décider de mettre de la paille dessus. On a explosé les coûts de façon assez exemplaire, je dois dire, pour passer l'envie à tous ceux qui ont connu ce projet de faire la même chose. Donc non, il y a un vrai sujet à vraiment être clair sur la commande de départ, que ce soit le maître d'ouvrage au moment de sa consultation de maîtrise d'œuvre,
ou alors de demander un matériau biosourcé explicitement de la paille, le cas échéant, mais ou alors de la part du maître d'œuvre, hein, proposer dès le départ de la paille, et on s'aligne tous sur le matériau choisi et on met ensemble, on aligne on aligne les planètes pour que ça fonctionne. Mais voilà, il faut que toute la chaîne de commande soit complètement raccord sur ces sujets-là, parce qu'après, on peut riper très facilement en fait en termes de prix si on n'est pas tous d'accord, le maître d'œuvre, le maîtrise d'ouvrage et tout ce qui suit ensuite. Mais... Et vous, en tant que maîtrise d'ouvrage, vous pouvez donner vous pouvez écrire clairement, je veux tel biomatériel, enfin biosourcé ou géosourcé. Est-ce que vous pouvez être assez exigeant dans votre commande? Oui. Nous, on peut tout à fait dire, je veux une opération exemplaire en paille. Je veux une opération en paille, je veux... voilà. Et forcément, du coup, on va rechercher un maître d'œuvre formé qui a les compétences et encore mieux l'expérience et les compétences pour faire ces opérations-là. Oui. Corentin Desmichel, en tant qu'architecte, quand on vient vers vous et qu'on vous dit « je veux faire un projet biosourcé », est-ce que là aussi, est-ce que vous voulez une certaine marge de manœuvre pour laisser parler votre créativité d'architecte, ou vous avez besoin qu'on vous dise tout de suite voilà mes ambitions, voilà ce que j'attends? Comment on aborde avec un architecte cette notion de biosourcé? Oui, je rejoins ce qui a été dit. C'est-à-dire que quand dans un appel d'offres, il y a marqué paille, par exemple, ça sert de locomotive à tous les matériaux vertueux, je dirais, qui vont suivre. S'il y a de la paille, il y aura du bois. S'il y a de la paille, il y aura aussi d'autres biosourcés, parce qu'il y a des endroits dans les murs, dans les toits, où on ne peut pas mettre des bottes de paille. Parce que soit c'est trop petit, soit c'est un peu compliqué, soit il y a des raccords à faire sur le chantier, etc. Donc il y aura forcément soit de l'herbe, du bois, du chanvre, du lin. Donc c'est une famille en fait de matériaux. À l'instar du béton qui va bien avec la laine de verre, la laine de roche, le polystyrène, toute cette famille de dinosaures, je dirais. C'est une petite blague. En fait, il y a une espèce de logique mécanique, physique finalement. C'est assez scientifique tout ça. Voilà. Donc je trouve que c'est très bien quand les maîtrises d'ouvrage tirent le fil par l'isolant et non pas par la structure, par exemple. Enfin, ils peuvent le faire aussi, hein. C'est très bien de dire on veut une structure bois. Mais le coup de l'isolant, ça marche assez bien, je trouve. Et ça ne vous bride pas dans votre dessin d'architecte? Ça vous bride ou ça vous challenge, finalement, les biosourcés? Non, je crois que ça challenge tout le monde, hein. Les générations des architectes qui ont entre 25 et 30 ans sont à fond sur ce sujet. Eux, ils ont tout compris, hein. Moi, je suis un peu vieux à côté. Et vous avez quand même 17 ans. Je m'inspire il y a une nouvelle... Ça, c'est des modes aussi, hein, des modes de dessin architectural, etc. Et je crois que les architectures qui sortent aujourd'hui des ordinateurs des jeunes architectes n'ont rien à voir avec les formes architecturales qu'il y avait il y a 20 ou 30 ans. Vraiment, c'est complètement différent. Et puis après, les retours qu'on a, effectivement, je peux parler d'expérience, parce que pour donner l'exemple d'une maison individuelle, parce que c'est facile à imaginer, on a des retours de clients qui dépensent 300 € de chauffage par an dans leur maison. Donc en fait, le chauffage n'est plus un sujet. Le rafraîchissement ne l'est plus, ça c'est évident, parce que le confort d'été marche très bien avec les biosourcés, parce que c'est des isolants plus denses. Donc la migration des calories est plus lente dans les murs. Donc les canicules sont mieux vécues. Et le prix du chauffage n'existe plus. En fait, c'est le téléphone qui coûte cher, ça va être la communication, mais le chauffage, c'est plus un sujet. Et il y a aussi des écoles. Les écoles qui ne se plaignent pas des chaleurs d'été parce qu'elles sont dans des écoles isolées avec les biosourcés, avec des stores extérieurs, et les 30 enfants qui sont dans des classes de 60 mètres carrés n'ont pas trop chaud. C'est assez satisfaisant du coup pour un sujet. Voilà, ouais. pour un architecte. Donc meilleure concentration, les enseignants sont moins fatigués aussi, parce que c'est tout un cercle vertueux en fait. Frédéric Cousin, est-ce qu'on peut dire que du coup les matériaux, les biosourcés demandent un travail de conception beaucoup plus en amont et redonnent de la valeur à cette étape de conception? Oui, je peux donner un retour d'expérience là-dessus, puisque j'anime de temps en temps des formations intra-entreprises dans les entreprises. Quand ils entendent parler de ces matériaux,
Ils ont un petit geste de recul en se disant oula, nous on travaille avec des matériaux classiques, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Et on les fait travailler sur ces matériaux. Alors ça peut être de la paille, ça peut être du chanvre, ça peut être d'autres matériaux sous forme de laine semi-rigide, d'insufflation, des choses qui sont envoyées à haute pression dans les murs. Et ce qu'on constate, c'est qu'une fois qu'ils ont essayé, ils n'ont plus envie de revenir en arrière. Ça, c'est évident. Donc il y a un vrai bonheur de travailler avec ces matériaux. Surtout ceux qui n'ont pas de liant à base de polyester, etc. C'est un vrai savoir-faire qu'ils retrouvent. Ils ont pu cette image du technico-commercial qui vient dans leur entreprise, qui leur dit « tu fais ça, c'est comme ça, réfléchis pas, tu le mets ». Ça, c'est terminé. Il y a une vraie formation à avoir. Il y a des formations pour la paille, il y a des formations pour le chanvre, il y a des formations pour plein d'autres matériaux, pour l'insufflation, même chose. Tout ça, ça fait partie on va dire d'une filière, deux filières avec un S qui se mettent en place, qui sont là en France. Et je pense que ces filières sont un vrai moteur pour l'essor de tous ces matériaux. J'envoie un message à tout le monde, vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que quand vous souhaitez faire un projet avec des matériaux biosourcés, agrosourcés, géosourcés, allez voir sur Internet, sur les réseaux sociaux, allez voir sur les sites dédiés. Il y a toujours des gens qui peuvent vous aider, vous donner un retour d'expérience. Et en général, vous allez voir, ce retour d'expérience, il est toujours positif. Donc oui, effectivement, ça demande de la formation. La formation, c'est la même chose, hein. Il existe des formations pour quasiment chaque matériau, chaque domaine. Et certes, il y a une sorte de retour d'expérience de ces matériaux-là, un besoin d'expérience. Et on essaye de passer ça pendant les formations. Alors là, votre message est très enthousiaste et on a envie de tous s'y mettre. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit danger à vouloir justement basculer dans le je fais tout en biosourcé, je veux quelque chose d'exemplaire, je veux quelque chose qui en jette, je veux faire le super bâtiment exemplaire. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit peu de modération, d'y aller par étapes? On cherche quand même la réplicabilité et la massification des projets. Quel est votre regard là-dessus? Là, j'ai plein de trucs à dire. Alors déjà, il faut bien identifier les techniques courantes des techniques non courantes. Ce qu'on est en train de vous évoquer là, pour la plupart des techniques, elles sont courantes. C'est-à-dire que ce sont des techniques qui sont tout à fait classiques, qui sont normatives. Donc vous n'avez pas de surcoût d'assurance, vous n'avez pas de problématique de trouver une assurance décennale, une dommage ouvrage, votre bureau de contrôle, il n'y a pas de raison qu'ils viennent vous titiller puisque ce sont des techniques courantes. Malgré tout, même si ce sont des techniques courantes, ça demande une formation. C'est-à-dire que certaines techniques, j'imagine, je pense à la construction paille, je pense au chanvre, il faut suivre cette formation pour concevoir ou mettre en œuvre ces matériaux-là. Et c'est demandé par les assureurs. À partir du moment où vous avez cette formation, vous pouvez y aller. Donc ça demande une formation. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on veut éviter absolument les contre-exemples avec ces matériaux. On veut redonner le savoir-faire, donc il faut suivre une formation. Ça, c'est la première chose. Après, il y a les techniques non courantes, ce qu'on appelle l'expérimentation. Donc une technique qui n'est pas normative, qui n'a pas d'avis technique, qui n'a pas de règles professionnelles, qui n'est pas dans les DTU, là vous sortez du cadre. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, mais là il faut s'armer quand même, il faut consulter les assureurs, consulter les bureaux de contrôle. Et là il ne faut pas en mettre trop. C'est-à-dire qu'on ne fait pas 36 innovations sur un projet, sinon ça va être compliqué. Vous maîtrisez une innovation et vous la maîtrisez jusqu'au bout. Marie Nguyen-Koa, là aussi, votre réseau, le réseau que vous coordonnez, c'est justement pour aider, diffuser les bonnes pratiques. Est-ce que vous avez aussi des exemples de gens qui ont voulu en faire trop et c'est même qui est resté quasiment au stade de projet, voire ça décrédibilise tout l'usage de ces produits? Oui, enfin, c'est un peu ça le risque en fait. Des fois, on a envie d'y aller un peu trop fort, de se dire on va faire une super opération exemplaire, et donc il y en a forcément, et c'est un peu tous notre penchant en fait. Il faut justement se freiner un petit peu pour faire des choses qu'on va pouvoir répliquer, qu'on va pouvoir dupliquer. L'enjeu, c'est vraiment la massification. Aujourd'hui, l'enjeu, il n'est plus du tout sur l'expérimentation. Les pionniers, c'était il y a 15-20 ans, ceux qui travaillaient sans les règles techniques, ceux qui enfin voilà, c'est plus nous. Aujourd'hui, il y en a plein d'autres qui ont fait, il y a plein de bailleurs qui se sont lancés sur même des immeubles à étages, à plusieurs étages. Il y a des choses vraiment intéressantes et partout, en fait, presque partout en France. Donc l'enjeu, c'est vraiment
Nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est de mutualiser nos erreurs et les comprendre et les partager pour faire en sorte que d'autres ne les reproduisent pas. C'est vraiment notre enjeu à nous, c'est vraiment pas d'expérimenter, mais vraiment de mutualiser, sortir du chemin de l'expérimentation pour s'engager dans une voie où vraiment on travaille ensemble et on avance un peu plus sereinement dans l'optique de mutualiser et de dupliquer, de massifier. Parce que l'enjeu, il est là aujourd'hui, il est sur la massification de ces usages. Elisabeth Baucher, quel est l'enseignement de votre étude Maillon concernant justement le niveau d'ambition à avoir sur un projet comme avec des matériaux biosourcés? Effectivement, donc c'est un peu ce qui s'est déjà dit. L'enjeu, c'est vraiment de cibler l'innovation, de ne pas forcément aborder un combat sur absolument tous les fronts. Et puis aussi, il faut se dire que finalement, on peut utiliser chaque matériau au bon endroit. Pas forcément exclure le béton pour tout. Le béton, il faut quand même aussi se dire qu'il permet certaines choses, notamment de répondre à des enjeux, que ce soit des enjeux urbains pour limiter l'artificialisation des sols, en augmentant la densité, en permettant des mixités programmatiques. Néanmoins, une fois qu'on s'est dit ça, on peut aussi aller chercher des constructions en biosourcé et on part pas de rien. Donc effectivement, il y a un cadre qui est là et on peut établir vraiment une démarche presque scientifique en se disant voilà, donc une fois qu'on a le cadre, si on souhaite augmenter un petit peu l'innovation, il suffit d'établir un protocole, d'avoir un essai et puis de faire reconnaître cet essai. Mais en tout cas, c'est pas du tout impossible. Il y a beaucoup d'opérations qui sortent et qui le font. Donc pareil, encore une fois, il faut procéder à cette acculturation, aller voir ce qui se fait. Aller rencontrer des personnes, parce que ça, c'est aussi un avantage, en fait, c'est que sur ces procédés constructifs, en général, les acteurs qui le font sont des acteurs qui sont engagés, qui ont envie de partager. Et puis, en fait, il y a vraiment cette idée de collectivement monter en compétences et de faire collectivement progresser la filière. Donc il y a vraiment cette étape d'échange pour pouvoir aller ensemble identifier vers où aller. Donc là, l'exemple, par exemple, c'est pour la construction paille, c'est notamment la montée en hauteur. Là, ce qu'on a pu identifier dans l'étude Maillon, c'est que sur le territoire d'étude, qui est territoire des régions Normandie et Île-de-France, il y a un vrai enjeu de monter en hauteur pour pouvoir répondre à la densité qu'il y a en Île-de-France. Donc notamment aller chercher des bâtiments qui vont jusqu'à 28 mètres. Aujourd'hui, les règles pro de construction paille encadrent jusqu'à R+2. Donc il y a quand même encore quelques étapes à franchir. Ceci étant, il faut y aller par étapes. Donc on a un peu vendu monts et merveilles, notamment dans des opérations comme les Réinventer Paris, qui cumulaient beaucoup d'innovations constructives, programmatiques, ce qui fait qu'il y en a certaines qui ne sont pas forcément sorties. Néanmoins, certaines sont sorties parce qu'il y avait un niveau d'ambition qui était choisi. Donc du R+3, du R+4 en paille, c'est possible à Paris. Vraiment, il faut aller voir. Mais il y a vraiment cette étape un peu progressive. Une fois qu'on a franchi le R+4, peut-être qu'on va pouvoir aller chercher le R+5 et ensuite le R+6, etc. Et puis aussi vraiment associer différents matériaux. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne pourra pas forcément aller R+7, mais peut-être qu'on pourra le faire jusqu'à R+4 et puis compléter avec un autre matériau pour pouvoir aller jusqu'à la hauteur qui est requise. En tout cas, il ne faut vraiment pas se dire c'est impossible, mais peut-être juste cibler, peut-être que c'est juste sur ce matériau, cet ouvrage, et puis aller effectivement bien s'entourer avec les bonnes compétences pour pouvoir bien encadrer l'innovation qui est ciblée. Corentin Desmichel, quand on prépare un projet donc en biosourcé, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels il faut prioriser le biosourcé? Est-ce que si on veut faire, pas trop ambitieux, mais quelque chose de vraiment bien fait et efficace, est-ce qu'il y a des points constructifs qui sont à ne pas rater et sur lesquels on doit se concentrer en priorité? Oui, c'est ça, c'est chaque matériau au bon endroit. Je dirais que c'est l'enveloppe thermique, parce que le problème de l'énergie reste... le problème de la biodiversité et de l'énergie, c'est un peu les deux gros sujets du siècle. Enfin, il y en a plein d'autres, mais c'est ceux-là qu'on retient. En tout cas, on essaie de trouver des solutions. Donc la biodiversité, c'est essayer d'intégrer le monde du bâtiment dans une approche écosystémique où on fait un petit peu attention à de la santé publique.
mais la santé de la société en général, parce que le béton pollue beaucoup, beaucoup trop. Enfin, le bâtiment, le béton aussi. Mais le béton, c'est très utile pour des choses où on n'a pas le choix. Tout ce qui est infra, tout ce qui se passe dans le sol, il n'y a pas d'autre solution. Mais pour tout ce qui est enveloppe thermique, je trouve que les biosourcés vraiment apportent une bonne solution. Et même en rénovation, où on va envelopper des bâtiments existants par du biosourcé, il y a un soin qui est apporté au territoire avec le biosourcé, ou en tout cas tout d'un coup un intérêt. Où on re-questionne la question de la ressource en fait. On se dit il faut essayer de creuser moins, de chauffer moins, parce que c'est là où on dépense trop d'énergie. Et le biosourcé, ça pousse. Après, il faut gérer tout ça. Il faut gérer les forêts, et il ne faut pas tomber dans la monoculture aussi de l'épicéa, du Douglas ou du pin. Il faut essayer de trouver des solutions mixtes. Donc on peut dire pour le bâtiment, chaque matériau au bon endroit, mais sur le territoire aussi. Il faut mixer les matériaux, il faut mixer les productions. Et c'est ça qui est très complexe finalement. Oui, parce qu'on oublie de le dire, mais vous l'avez dit, ce sont des matériaux vivants qui poussent. Je pense que chaque territoire a ses propres ressources. Donc inutile de prévoir un bâtiment avec de la paille s'il n'y en a pas dans la région. Donc c'est quand même une contrainte à intégrer. Oui, tout à fait, ouais. Oui. Et Elisabeth Bochet, dans votre étude Maillon, justement, est-ce que vous avez présenté un petit peu les niveaux de maturité de chaque procédé constructif ? Vous êtes en Île-de-France, Normandie, Île-de-France. Est-ce qu'on peut y retrouver une petite cartographie de ce qui se fait facilement sur ce territoire ? Effectivement, donc quand on parlait un peu de changer le process, il y a peut-être cette étape de sourçage qu'il faut vraiment intégrer dans les missions d'études, dans les programmes aussi. Donc c'est vraiment une étude préliminaire d'identifier quelles sont les ressources, qu'elles soient autant matérielles que humaines. Donc quelles sont les fibres peut-être qui poussent effectivement localement, quelles sont les entreprises qui potentiellement peuvent construire avec, quelles sont aussi les personnes de la maîtrise d'œuvre qui pourront nous accompagner. Alors, il y a vraiment tout ce réseau d'emplois locaux à aller chercher, ou éventuellement d'aller chercher des personnes qui sont motivées pour aller monter en compétences. Et puis, donc de vraiment aller rechercher quelle est la ressource sur ce territoire. Donc, c'est quelque chose qu'on a mené dans le projet Maillon. Donc, on a identifié une dizaine de filières, qui comprend notamment donc, la paille, le chanvre, mais également le lin, le miscanthus, ou même le maïs, donc avec des degrés de maturité différents, forcément, en fonction des filières. Il y en a donc qui sont très constitués, avec des réseaux professionnels comme la paille. Par contre, d'autres sont dans un état un peu plus démarrant. Mais il existe déjà des procédés pour tout ça. Donc, certains relèvent plus de la R&D, mais d'autres sont vraiment déjà bien situés. Donc, on a vraiment fait ce travail assez exhaustif d'établir donc tous les différents procédés constructifs qui existent avec effectivement des cartographies et le nombre de quantités de ces ressources potentielles sur le site. Donc vraiment, toutes ces données existent. Maintenant, l'une des lacunes de ce travail, c'est que, et heureusement, en fait, ça change beaucoup. C'est en perpétuelle évolution. Et ça, en même temps, c'est une bonne nouvelle. Donc, ce qui fait que les cadres normatifs sont toujours en train d'évoluer, de s'améliorer. Donc tout ça, c'est disponible sur le site d'Ecopolis. Donc, si vous avez du mal à dormir la nuit, il y a environ 900 pages de rapports disponibles. Il y a également une plaquette de synthèse et vous pourrez retrouver donc tout ce travail de cartographie et également les différents procédés constructifs qu'on a étudiés. Marie Nguyen Koa, quand l'architecte, on a dit tout à l'heure, il faut que la commande soit claire pour la maîtrise d'ouvrage. On donne le plus de consignes possible. L'architecte y répond, fait son travail. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un moyen d'éviter d'aller dans le trop ambitieux, peut-être en incluant les entreprises du reste de la filière, peut-être travailler en amont avec les entreprises qui vont faire les projets, peut-être une idée pour, on va dire, mettre le niveau d'ambition au bon endroit, dans ce qui est faisable. Est-ce que vous avez déjà travaillé comme ça ?
En effet, les deux opérations les plus réussies, enfin, c'est celles qui sont sur le papier et dans les faits les plus abouties au niveau de l'ambition biosourcée et aussi les plus satisfaisantes financièrement, sont celles qui ont été lancées chez nous en conception-réalisation. Donc on a lancé un concours avec un groupement, un mandataire maître d'œuvre qui s'accompagnait d'une entreprise qui allait mettre en œuvre les travaux. Et là, le fait de travailler ensemble dès le départ, de faire une réponse à un concours, à un appel d'offres ensemble, ça permet de se confronter à la réalité de l'un et de l'autre. En fait, l'ambition architecturale et comment est-ce que concrètement on va la mettre en œuvre derrière pour arriver au prix demandé par la maîtrise d'ouvrage. Et ça, en fait, on l'a appris en le faisant. En fait, on n'aurait pas forcément parié dessus au départ, mais les deux opérations, une en réhabilitation avec des matériaux biosourcés et une de construction de paille, où on a vraiment deux réalités qui se rencontrent et qui permettent de travailler ensemble, de concevoir un projet qui a à la fois une belle ambition architecturale et une vraie ambition au niveau des matériaux utilisés, des familles de matériaux, et vraiment quelque chose de très satisfaisant en incluant même du réemploi dans ces opérations. Donc on avait un niveau d'ambition qui était même au-delà de ce qu'on avait pu nous imaginer, parce que ils n'ont pas travaillé tout seuls, chacun de leur côté. Il y a eu des confrontations de vision, d'expérience, et ça s'est enrichi dès l'appel d'offres, en fait. Et ça, c'est vraiment une... Alors, on peut craindre un surcoût lié à la conception-réalisation, qui est une légende urbaine chez les bailleurs. Mais en réalité, on n'a pas eu de surcoût. Et au contraire, on a réussi à maîtriser les coûts et à avoir des projets d'une ambition tout à fait satisfaisante et encourageante, justement, pour nous. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, l'alignement des planètes pour tous les maillons de la chaîne constructive. Mais il y a quand même un enjeu, il faut quand même être accompagné par les bonnes personnes. Vous avez souvent revenu sur la notion de formation, de compétences, de savoir-faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on a assez de professionnels formés pour répondre à tous ces enjeux? Est-ce que du côté de l'étude Maillon, vous avez évolué ce niveau de formation ou peut-être les écueils encore qu'il y a dans ce domaine? Alors, effectivement, ça a été dit, Frédéric Cousin le disait, il y a des formations qui existent pour chacun de ces matériaux. Néanmoins, c'est des formations qui relèvent d'initiatives individuelles. Donc, il faut aller chacune les faire, se les faire financer. En fait, ce qui manquerait un peu quand même, c'est d'avoir ces formations qui soient intégrées déjà aux formations initiales, notamment aux écoles d'architecture, aux écoles d'ingénieurs. Il existe quelques studios de projet qui intègrent ça, c'est pas systématique. Et une des hypothèses de Maillon, c'est que finalement, il y ait vraiment des pôles régionaux de compétences qui soient justement appuyés sur les ressources locales. Donc par exemple, il y a la terre crue qui est enseignée à Grenoble. Il pourrait y avoir, par exemple, un pôle de compétences autour de la paille ou du chanvre en région Normandie ou en Île-de-France. Et du coup, ça donnerait vraiment une identité territoriale assez forte à ces écoles-là. Ça permettrait d'avoir vraiment tout un réseau de savoir-faire locaux et qui irait autant donc, du CAP jusqu'au master, en intégrant vraiment, encore une fois, tous les maillons de la chaîne, parce qu'il faut qu'il y ait de la formation donc, au niveau de la maîtrise d'œuvre, aussi au niveau de la maîtrise d'ouvrage, et puis des entreprises. Il y a vraiment besoin de nouvelles personnes. Là, on en discutait, les entreprises manquent parfois aussi de personnel, donc il faut vraiment balayer large, et puis enfin aussi la formation continue. Il faut que tout le monde aille chercher les informations et les retours d'expérience. Frédéric Cousin, est-ce qu'entre experts ATMO, est-ce que vous partagez aujourd'hui votre expérience avec peut-être des jeunes, des moins jeunes, en formation continue initiale? Comment vous travaillez là-dessus pour transmettre un petit peu tous ces savoir-faire? Alors, j'avoue que c'est beaucoup de formation continue, c'est-à-dire qu'on voit les professionnels qui viennent en formation pendant une journée, 2 jours, une semaine, voire même parfois sur des cursus un petit peu plus longs. On peut parler des formations sur chaque matériau, c'est-à-dire que pour la paille, il y a la formation pro-paille, pour le chanvre, il y a la formation pro-chanvre. Voilà, il y a des formations qui sont données pour chaque matériau. Et après, dans les écoles, au niveau des architectes, c'est après, ça vient après, dans les maisons de l'architecture. Certains essayent de mettre en place ces formations-là dans les écoles d'architecture en formation initiale, mais ça n'a pas l'air si évident que ça. Hein. Ça n'a pas l'air si évident que ça, et je ne pense pas qu'il y ait énormément d'heures non plus. Donc c'est une réelle nécessité, clairement. Et pour être intervenu dans des CFA, alors pas auprès des jeunes du CFA, mais pour faire des formations continues dans les CFA, les jeunes viennent.
Ils regardent ce qu'on fait. Par exemple, quand on fait des enduits terre, ils se disent bah, tiens, nous on fait de la maçonnerie, on n'a jamais fait d'enduit terre. Ah, ça nous intéresse. Bah, contrairement à ce qu'on imagine, ça les intéresse vraiment. Même les formateurs en CFA, ils se disent bah, mince, c'est bien de monter des briques de terre crue, j'aimerais bien apprendre, tu m'expliques. Puis ils l'expliquent un petit peu en douce après aux jeunes. Bon, c'est des petites choses comme ça qui sont intéressantes, mais ça prouve bien que les gens, ils ont envie d'y aller. Et de toute manière, on sait très bien que c'est une nécessité, il faut aller vers ces matériaux-là. C'est une vraie avancée technique, technologique d'aller vers ces matériaux-là. Corentin Desmichel, on disait que dans les écoles d'architecture, c'est pas encore ça. Est-ce que vous avez le même constat? Est-ce que vous allez dans les écoles, on vous sollicite pour que vous puissiez transmettre votre savoir-faire? Alors ça, je ne saurais pas très bien vous répondre. Je ne suis pas la bonne personne, je pense, mais je crois que ça vient quand même progressivement. Moi, quand j'étais étudiant, ce n'était pas le sujet du tout. Et dans les écoles parisiennes, j'entends régulièrement quand même parler de matériaux biosourcés. Et je vois des diplômes où j'étais dans des jurys HMO, par exemple, donc c'est l'habilitation à devenir maître d'œuvre, où je voyais qu'il y a quand même pas mal de sujets incluant le bois, essentiellement la structure bois, avec une autre écriture aussi architecturale qui dévoile les intérêts sur les matériaux biosourcés. Ça, c'est très lisible. Non, je crois que les architectes ont peut-être moins de... Enfin, je pense qu'ils y vont spontanément, ouais. La jeune génération est naturellement attirée par ça. En tout cas, moi, c'est mon impression, ouais. Marie Nguyen Koa, est-ce que dans votre réseau, est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que vous êtes un centre de ressources? Comment vous partagez vos conseils? Parce qu'il y a besoin de se faire accompagner. Donc, vers qui on se tourne quand on a besoin d'en savoir un petit peu plus et de prendre les projets du bon côté dès le début? Est-ce que vous partagez aussi tout ce retour d'expérience? Alors, nous, notre recueil d'expérience, il est en cours. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir écrire tout ce qu'on a, d'avoir une grille de lecture et d'analyse des opérations pour chaque typologie de construction, du neuf, de l'individuel, de l'AREA, d'avoir vraiment une grille de lecture d'opérations et à chaque étape des opérations, une liste de bonnes pratiques en fait issues des erreurs qu'on a pu faire, encore une fois. Mais il y a plein d'acteurs en fait. Ce qui revient là aussi, c'est de dire que quelle que soit la région où vous êtes, il y a vraiment des acteurs partout. En Normandie, on a l'ARP, l'agence régionale, l'association régionale pour la promotion de l'éco-construction. Il y a vraiment des personnes références à beaucoup d'endroits. Ils sont très nombreux et ils ont très envie de partager. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet enthousiasmant, les biosourcés. Et j'en parle d'autant plus librement que c'est vrai que dans les maîtrises d'ouvrage, on a toute une génération de jeunes aussi, responsables de programmes qui ont envie de travailler avec le vivant. Et quand on travaille dans l'habitat, c'est aussi bien. Et vraiment, il y a vraiment un enthousiasme réel pour les matériaux biosourcés et ça porte. On a envie d'en parler, on a envie de partager. Et où que vous soyez, il y a forcément des gens qui ont fait des choses autour de vous et qui auront envie de partager. Qu'est-ce qui manque alors pour accélérer la formation et l'arrivée de professionnels qui connaissent les savoir-faire? À vos yeux, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Il faut qu'il y en ait plus qui se lancent en fait. Faut que vraiment la commande soit là en fait. Aujourd'hui, je pense que les systèmes, ils sont pas matures les écosystèmes sont pas matures partout. En Normandie, l'écosystème est pas complet encore. Enfin, on n'est pas assez nombreux à chaque maillon. Mais je pense que la commande publique, notamment, peut vraiment tirer le reste de la filière en fait. Et c'est pour ça que nous on s'est engagé sur ce sujet-là à avoir 10% de notre commande en 2027 de notre production qui soit en paille, parce qu'en Normandie il y a une production de paille importante qui ne serait pas nuisible aux autres usages de la paille. Et du coup je pense que vraiment la commande pourra tirer une partie, peut-être lancer la mécanique. Donc plus on fera des bâtiments, plus il y aura des entreprises pour répondre aux appels d'offres, plus elles seront contraintes de former leur personnel. Pour vous, ça doit irriguer toute la chaîne de cette manière? C'est la théorie, en tout cas. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Si vous avez un dernier mot à passer, un message, un conseil à tous ceux qui sont devant nous et qui osent peut-être pas se lancer, qu'est-ce que vous leur diriez, Elisabeth Bochet?
Non, mais effectivement, je suis d'accord que c'est vraiment avec enthousiasme qu'il faut mener ce projet. Et puis, il faut aussi penser aux entreprises en fait, qui vont poser ces matériaux. C'est quand même des matériaux qui sont vraiment agréables à poser, bien plus que ne peut l'être du polystyrène ou surtout de la laine de roche, qui est quand même assez irritant. Donc voilà, il faut venir participer à cet écosystème et c'est tous ensemble qu'on va pouvoir faire progresser toute la filière. Oui, c'est aussi des matériaux qui donnent des lettres de noblesse au monde de l'artisanat. Le monde manuel en France est dévalué depuis des décennies au profit du monde intellectuel, entre guillemets, ou bureaucratique. Et c'est ça qui est intéressant avec ces matériaux. C'est qu'ils sont un peu plus simples, ils sont plus bruts, et donc ils font potentiellement, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, davantage appel à la main de l'homme et au savoir-faire. Et c'est ce qu'on voit sur la photo, là, par exemple. Et c'est ça qu'il faudrait, ouais, pour et remettre l'humain au cœur mettre plus d'argent dans l'humain et moins dans les machines aussi. Hein. On sait que dans une poutre en bois, comparé à une poutre en métal, il y a plus d'argent dans la poutre en bois pour l'homme et un peu moins dans la machine. Et c'est complètement l'inverse pour une poutre en métal. Et après, on peut décliner en fait ce raisonnement sur n'importe quoi. C'est vraiment une façon de penser. Et puis après, c'est encore une fois une question de santé publique. La pollution, c'est un vrai sujet. Et le bâtiment, on est responsable pour beaucoup. Frédéric Cousin, un dernier mot. Peut-être un conseil, de vous proposer peut-être d'aller visiter des opérations comme ça, de rencontrer les architectes, de rencontrer les concepteurs, mais surtout les gens qui sont dans ces bâtiments-là, qui vont souvent vous dire ouais, c'est trop bien. Donc ça c'est plutôt un bon retour. Puis si vous y allez vers le biosourcé, agrosourcé, géosourcé, formez-vous, faites-vous accompagner. Encore une fois, on l'a dit plein de fois, je pense que c'est vraiment un élément clé. Puis sachez ce que vous avez envie de faire et précisez bien votre programme. Marie Nguyen Koa, dernier mot? Oui, je dirais qu'effectivement, allez visiter des opérations, rencontrer des personnes qui les ont mises en œuvre et vous sentirez de très près l'enthousiasme qui a travaillé avec ces matériaux-là et tous les liens humains qui se créent autour de ces matériaux et qui donnent vraiment du sens à l'action, à la production aujourd'hui qu'on peut avoir. Alors, merci beaucoup à tous les quatre. Je vous propose de poser vos questions à nos intervenants. Ils sont encore là pour quelques minutes, donc n'hésitez pas. Si vous voulez des conseils, il y a des micros qui se lèvent. Devant et ensuite troisième rangée là-bas. Oui, bonjour, Agnès Rogman, société Gramiterme, c'est de l'herbe. Hein. Je trouve très intéressant l'aspect du coût de la conception. Mais je pense qu'il faut avoir une approche beaucoup plus dynamique de la construction en biosourcé. C'est-à-dire, dans le temps, quel va être le retour sur investissement d'un bâtiment conçu avec du biosourcé. Et ça, je pense que c'est quelque chose à étudier et à développer. Une réaction, Corentin? Oui, alors prendre l'exemple de la maison individuelle parce que c'est quelque chose de facile à appréhender. Moi, grosso modo, j'ai gardé quelques chiffres des maisons qu'on a faites. C'est 10 000 euros d'économie. J'ai oublié les chiffres. Mais en gros, si on multiplie sur 30 ans... 300 euros de chauffage par an VS 3000 euros de chauffage par an, le calcul est vite fait et en fait on fait des économies tous les ans. Donc juste la question de l'énergie, et ça marche bien. Alors on pourrait dire oui, mais avec les matériaux non biosourcés, si on isole bien, ça marche aussi, évidemment. Mais c'est quand même plus vertueux avec des matériaux qui sont sains d'un point de vue de la santé publique, encore une fois, et qui sont moins énergivores à la fabrication. Tout ça, c'est un tout, en fait. Il faut penser de façon holistique, comme on dit. Et toutes les externalités négatives des bâtiments qui polluent. Et plutôt que par les prix, on peut parler de valeur aussi. En disant, voilà, quand on investit beaucoup d'argent, des millions d'euros sur un équipement, on veut que 30 ans après, on ait les mêmes factures. Et même, limite, il pourrait s'améliorer le bâtiment. Avec l'usage notamment, parce que les usages diffèrent un peu dans les matériaux, dans les bâtiments avec des systèmes très performants. Les bâtiments low-tech sont plus simples à utiliser, mais c'est des habitudes qui changent au niveau des usages. Et souvent, on se trompe un peu, on oublie de fermer les stores la première année, alors on se plaint, il y a eu de la surchauffe, on m'avait dit qu'il n'y aurait pas de surchauffe, etc. Ça nous est arrivé.
Et donc voilà, c'est l'usage, mais bon, c'est des habitudes. Merci. Il y avait une autre question derrière. Bonjour, Julien Snec, Pleine Commune, la mission écologie. Alors je vais représenter une collectivité locale. Nous, on a beaucoup de... Avec les bailleurs, avec les communes, on arrive à mettre en place des process justement pour que des matériaux biosourcés soient utilisés. On a beaucoup plus de mal à convaincre la promotion immobilière privée. Et je voulais savoir si vous aviez un peu des pistes de votre côté pour les pousser justement hors de leur retranchement et d'explorer d'autres choses que le béton branché. Elisabeth Baucher, allez-y. Peut-être de consulter l'étude Maillon. Donc on a fait vraiment tout un panel de variantes autour de différents types de bâtiments. Et vraiment, donc, par exemple, sur l'îlot tertiaire, ce qui en ressort, c'est qu'au niveau du lot façade, il n'y a pas de surcoût en passant donc, d'un mur rideau à une façade à ossature bois à remplissage bottes de paille. Parce que finalement, on est sur quand même quelque chose d'assez compliqué, d'assez sophistiqué pour un mur rideau. On passe donc à évidemment une autre esthétique. Néanmoins, on va vraiment grandement réduire le bilan carbone. Et ça, c'est le cas sur plusieurs ouvrages. Donc vraiment, il faut regarder et aller expérimenter, aller regarder ce qui peut se faire. D'autres, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Ça nécessite de changer les habitudes, mais c'est possible. Nous avions une question ici aussi. Oui, j'ai une question, puis j'ai surtout une réflexion. C'est-à-dire que les réglementations thermiques, tout ça, c'est très bien. Le biosourcé, c'est très bien. Mais moi, je me mets à la place du premier constructeur de France, qui sont les particuliers. Le premier bailleur de France, qui sont les particuliers, à qui on a vendu la RT 2012 en lui disant, écoute... tu construis, de toute façon, tu auras un décalage de température de 7 degrés entre l'extérieur et l'intérieur et tu seras très bien. Parfait. Il l'a fait et aujourd'hui, on est en train de lui dire, mais tu sais, avec la RE 25 ou 24, il va falloir que la température intérieure ne dépasse pas 25 ou 26, 27 degrés. Quand il fera 40 dehors. Il se pose la question de savoir comment il va faire pour réaménager sa maison et à nouveau être dans la réglementation thermique. Et de réglementation thermique en réglementation thermique qui change tous les 10 ans, il a l'impression de courir derrière un lièvre qui n'arrive jamais à rattraper. Et du coup, il s'était dit, je vais investir pour mes enfants, je vais investir pour ma retraite. Et en fait, ce qu'il a réussi à contracter, c'est surtout une dette qu'il n'arrive pas à combler parce qu'on lui dit, ben écoute, si tu veux vraiment que ta maison elle soit passive, il faut que tu enlèves la toiture, il faut que tu isoles par l'extérieur, donc ça fait un coût pharaonique. Et je ne sais pas si c'est tellement durable de dire 10 ans après, un gars t'a construit, mais maintenant il faut que tu démolisses pour reconstruire et renforcer l'isolation. J'ai l'impression d'être dans une espèce de schéma qui n'est quand même pas très efficace à beaucoup de points de vue. Donc moi, ma question, elle est de savoir pourquoi on ne se dit pas tout de suite... c'est pas tellement la peine de changer les systèmes constructifs, quoi qu'il faille les changer pour arriver tout de suite au passif, voire au positif, parce que c'est faisable. Autour de la table, je vois que vous êtes tous certainement d'accord avec ça. On peut construire en passif, c'est-à-dire sans énergie. On peut être même positif en énergie. À ce moment-là, je me dis, mais est-ce que c'est pas le modèle de financement pour permettre aux gens de se payer des constructions qui vont être spontanément beaucoup plus chères, parce que la biomasse c'est le MOC en France. On n'a pas effectivement reconstruit le bocage français, on n'a pas suffisamment replanté de paille ou de chanvre, bon, même si ça évolue aujourd'hui, on est bien d'accord. Et tout ça, c'est des gros chantiers. Et en fait, au milieu de tout ça, il y a le particulier, encore une fois, comme vous avez bien compris, qui est très inquiet, et je pense qu'il a de bonnes raisons. Qui veut réagir à cette question très large? Allez-y, monsieur Cousin. Je veux bien répondre. Merci vraiment pour votre réflexion parce que on a tous ça en tête. Le particulier a toujours été un petit peu guidé avec des gens qui promettent le meilleur à ces particuliers-là avec du médiocre. Voilà, clairement. Je suis un peu brutal dans ce que je dis, mais quand on regarde les pavillons, on a au début commencé à prendre des photos des pavillons quand ils se construisent et malheureusement, c'est que des erreurs, que de problèmes de conception. Et on est très déçus quand on voit ces projets-là qui sont payés assez cher au final par des particuliers.
Et je suis d'accord, hein, c'est le fait de dire vous êtes réglementaire aujourd'hui, mais hop, ça y est, la réglementation elle est terminée, on passe à une autre, c'est terminé, vous êtes plus réglementaire. Et les projets RT 2005, RT 2012, c'est les rénovations d'aujourd'hui. Donc notre idée, c'est de dire plutôt, on construit bien, là maintenant, tout de suite, peut-être un peu moins grand, oui, certes, ça peut arriver. On reconçoit différemment, parce que souvent, les maisons individuelles, c'est on prend le modèle, machin truc, on le tourne pour que ça rentre dans le terrain, et pouf, on le met comme ça dedans. J'exagère un peu, vous allez sûrement vous dire ça, mais pas très loin au final. Puis si on fait une nouvelle fenêtre à tel endroit, ça coûte plus cher. Et c'est toute une sorte de courant comme ça qui est insupportable. Enfin, moi j'ai un petit peu de mal avec ça, je pense que vous aussi. Et l'idée, c'est de mieux concevoir, d'avoir des gens qui sont mieux formés, et surtout, vous avez raison sur le fait de dire, est-ce que c'est pas plus intelligent de se dire, on finance l'opération au coût global, de se dire, le bâtiment, il va consommer moins d'énergie, au lieu des 3 000 euros, ou je vais aller à un truc un peu plus soft, au lieu des 1 000 euros par an, on va consommer 200 euros par an en chauffage et eau chaude sanitaire, puisque c'est ce qu'on fait dans les bâtiments Passive House validés. Ce sera quand même beaucoup mieux. On aura un meilleur amortissement. Et le jour où on va la vendre, cette maison-là, on pourra dire, voilà les performances, elles sont prouvées, elles sont sûres. Et ça, c'est un bâtiment qui fonctionne. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on leur a vendu à ces gens-là. Et donc aujourd'hui, ces maisons-là, il faut les réhabiliter. Donc arrêtons de construire n'importe comment. Il faut se former, il faut bien faire la conception, et il ne faut surtout pas promettre le meilleur avec du médiocre. Alors, ce sera la conclusion de cette table ronde. Il faut faire les choses bien. En tout cas, si vous voulez poser d'autres questions, non, il faut qu'on arrête. On a terminé. Le temps imparti est terminé. Mais Ecopolis est à votre disposition pour retrouver les intervenants, l'étude Maillon. Ils sont au stand L111 dans ce hall-là, du côté du low carbone construction. N'hésitez pas à passer, à vous renseigner. Comme on l'a dit, il y a aussi des petits flyers sur les tables devant pour télécharger l'étude Maillon. Et vous en saurez, vous saurez tout, et en espérant que vous pourrez mettre en œuvre. Merci encore à nos 4 invités et bon salon Batimat.